Page 26. Ou bien 25 pour certaines personnes. T'as dit c'est ça? Ok, avant qu'on commence, quand on dit matrice, c'est quoi? Une matrice. Une matrice. Oui. Monsieur, je ne sais pas comment le dire, mais pour moi, c'est comme un collecteur de données. Un collecteur de données, c'est bien. Qui d'autre dans l'anglais? J'aurais dit une maquette. Une maquette, oui. Rappelle-moi ton nom, la grande. Ton nom, j'ai oublié. C'est pas parce que j'ai oublié. C'est Amboué. Qu'est-ce qu'on appelle matrice? Elle a dit, on peut voir ça comme un collecteur de données. Elle a parlé de maquette. Et toi, à ton niveau, la matrice. Donc ici, matrice en termes marketing, c'est un outil. Ça va? C'est un outil d'analyse. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que toujours est-il que nous sommes en entreprise et nous, en tant que marketeur ou bien en tant que communicateur, on doit savoir quels sont les outils qui vont nous permettre d'analyser une entreprise dans son environnement. Ça va? Pour ceux qui ont fait le BTS, que ce soit BTS communication, que ce soit BTS gestion commerciale, surtout en gestion commerciale, on a vu la première matrice qu'on appelle matrice BCG. On se rappelle quand même? Après la matrice BCG, on a vu quelle matrice? Donc, je vois ici, première matrice, en tant qu'outil d'analyse, donc, on va mettre ici matrice, outil d'analyse. Ça va? Avant même qu'on ne continue, quand on parle d'analyse, c'est quoi? Analyser quelque chose. Yapi. Pour moi, analyser, c'est voir les forces, les faiblesses, Oui. les avantages, les inconvénients qu'une personne, une entreprise peut avoir. Ça, ce sont les éléments d'analyse. Mais l'analyse, c'est quoi? Oui. L'analyse, je peux dire, c'est une réflexion. Pas une réflexion? Non, je ne peux pas comprendre ça. Et toi? Une analyse. Je t'analyse d'abord. Une étude. Une étude pour nous permettre de comprendre, ou bien pour nous permettre de connaître. Ça va? Dans toute chose, lorsque nous abordons un sujet, on dit quoi? Analysons le sujet, n'est-ce pas? Donc on étudie le sujet, afin de savoir, quand on peut le dire, ce qui est bon pour nous, mais ce qui n'est pas bon pour nous. Ou bien sûr, comme nous sommes en marketing ici, le marché sur lequel nous allons prospecter, il faudrait qu'on sache d'abord si ce marché, il est un avantage pour nous, ou bien c'est une menace. Parce qu'il ne faut pas s'aventurer quelque part où le nombre ou bien le degré de risque est élevé. Parce que je ne vais pas m'engager sur un marché sachant bien que le degré de risque est très élevé. Alors là, je recule. Quand je vois qu'il y a des opportunités, alors c'est un avantage pour moi. Tu as compris? Donc, on a vu la matrice BCG, comme on le dit. Et BCG, ça voulait dire quoi? B, c'est quoi? Ok, il y a B, c'est Boston. C, BCG. Un consulting group. Ça va? Et dans cette matrice-là, pour pouvoir comprendre l'entreprise dans son environnement, il faut analyser l'entreprise en interne et à l'externe. Ça veut dire quoi? Au niveau interne, la matrice BCG va nous permettre d'analyser les forces et les faiblesses d'une entreprise. Ça va? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas entrepreneurs, nous sommes en tant qu'individus, lorsque nous devons rencontrer quelqu'un ou bien nous devons affronter quelqu'un, il faudrait que nous-mêmes, nous sachions quelles sont nos forces et faiblesses. Parce que si vous-même vous ignorez, vous ne pouvez pas, disons, prospérer quelque part. Parce que toi-même, tu ignores tes forces, tu ignores tes faiblesses.
le plus souvent, on connaît ses forces, mais c'est rare qu'on connaît ses faiblesses. Parce qu'on ne veut pas voir. Or, quand on fait une bonne analyse, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Tu as compris? Au niveau externe maintenant, pour la matrice BCG, on va voir l'entreprise dans son environnement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire l'entreprise en interne, on a vu ses forces et ses faiblesses, mais hors de l'entreprise, dans le marché dans lequel on va évoluer, quelles sont les opportunités et les menaces? Une opportunité, c'est quoi? Madame la femme d'affaires. La femme d'affaires, qu'est-ce qu'une opportunité pour toi dans ton entreprise? Ça, c'est une opportunité pour moi, ça veut dire quoi? De disposer de quelque chose. Oui, qui est quoi pour toi? Un avantage qui t'est favorable. Ça, c'est une opportunité. Mais une menace, c'est quoi? C'est ce qui peut conduire mon entreprise à À l'échec. À l'échec, à la faillite. Ou bien, à la faillite, merci bien. Ou bien, on peut le dire, ce qui ne m'arrange pas. Ou bien ce qui est défavorable pour moi. Donc, l'analyse d'une entreprise ici, c'est connaître l'entreprise en son sein et hors de l'entreprise. Après la matrice BCG, on va voir la matrice de Michael Porter. Ça va? Et après la matrice de Michael Porter, on verra aussi la matrice de McKinsey. Toutes ces analyses-là, toutes ces matrices-là étudient l'entreprise dans son environnement. C'est compris? Et ici, comme nous sommes en licence 3, l'analyse la plus performante qui soit, c'est l'analyse de la matrice Pestel. En année de BTS, voici les 3 matrices qu'on va vous montrer, ou bien qu'on vous a montré. BCG, McKinsey et Michael Porter. Mais en licence 3, vous avez pris du volume, on est d'accord? Comme on peut dire, vous avez évolué intellectuellement. Donc, pour pouvoir analyser normalement, concrètement et objectivement une entreprise, il faut faire BCG, McKinsey et, Michael Porter et enfin Pestel. Ça va? Donc, on va lire et on va faire le cours. Ça va? La matrice Pestel, qui prend la lecture? La matrice Pestel. Le modèle Pestel permet de décrire le macro-environnement et de comprendre l'impact futur des facteurs environnementaux qui peuvent être significativement différents des facteurs actuels. C'est un outil. Bonsoir, Zénab. Pardon, je prends la pile, pardon. Zénab Baptiste. Le modèle Pestel permet de décrire le macro-environnement et de comprendre l'impact futur des facteurs environnementaux qui peuvent être significativement différents des facteurs actuels. Ça va? On souligne macro-environnement. On est d'accord? On continue. C'est un outil qui permet d'évaluer les forces de l'environnement général qui peuvent influencer celui de l'entreprise. Ok. Donc ici, comme on le dit, pour la matrice PESA, on va bien dire que c'est un outil d'analyse. On est d'accord? À ce niveau, la matrice PESA ne va pas analyser l'entreprise en interne. Lui, il va analyser l'entreprise dans son environnement externe. C'est compris? Parce que toujours est-il que, même en tant qu'être humain, nous vivons en société. Si vous ne savez pas vous adapter aux personnes avec qui vous allez converger ou bien communiquer plus tard, vous ne pouvez pas communiquer efficacement. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui veut dire quoi? En tant qu'entreprise, quand nous évoluons dans cet environnement, il nous faut d'abord connaître quel genre d'environnement s'impose à nous. J'ai compris? Allons-y. Le macro-environnement comprend des facteurs globaux qui ont un impact sur toutes les organisations. À partir de ces facteurs globaux, il est possible d'identifier les tendances structurelles, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement général qui peuvent différer d'une zone géographique à une autre. Et ainsi... Arrête-toi là. Donc on parle ici de l'environnement ici géographique qui
peut être différent d'une zone à une autre. Qui peut m'expliquer ça? En quoi un environnement géographique peut être différent d'une zone à une autre? Pourquoi toutes les entreprises qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire préfèrent s'installer à Abidjan? Parce que tout est centralisé à Abidjan. Oui, tout est centralisé à Abidjan, mais va au-delà de ta pensée, Eugénie. Pourquoi Abidjan? Mais c'est la capitale. Oui, mais oui, allons-y encore. Au-delà, c'est la capitale. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais allons au-delà encore, oui. Capitale économique. Oui, capitale économique. La densité. Merci, la densité, la population. Quand on parle de la population abidjanaise, comme on le disait dans le temps, à matière politique, je m'excuse un peu de faire une petite déviation, on disait en 2010, le candidat qui aura gagné à Abidjan a gagné les élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'à Abidjan, la population d'Abidjan est souvent même la moitié de la population ivoirienne. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous prenez la population de la Côte d'Ivoire, ça fait combien? Estimation, je n'ai pas dit exactitude. Hein? On est à 25 millions maintenant. Donc, parce que Abidjan a diminué. Abidjan vient toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Mais avant, c'était de 6 millions. Non, c'était 25. 26 là, c'était des chiffres approximatifs. Parce que dernièrement, bon, actuellement, ils vont faire le recensement général de la population. Mais ça a évolué, ce ne sont pas des chiffres exacts. Mais ça évolue. Mais imaginez-vous que 26 millions d'habitants, Abidjan se fait au moins 10 millions, 11 millions. Je parle du grand Abidjan. Est-ce que vous voyez un peu? Ça fait maintenant. Donc, toutes les entreprises qui veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire préfèrent s'installer à Abidjan, même si elles n'ont pas leur chose, comment on appelle ça, les structures à Abidjan. Le siège se trouve à Abidjan. La population, on est d'accord? Capitale économique, parce que comme on l'a dit, tout est centralisé. Je vais faire tel papier, Abidjan. Je vais faire telle course, Abidjan. Alors là, le fait que je sois installé à Abidjan, ça me facilite les courses ou bien aussi la rapidité de faire mes papiers. Ça va? Donc, Abidjan diffère des zones de savane. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un est à Abidjan, et que vous lui donnez un salaire de 70 000, je prends le plus bas, ou bien sûr, je peux dire même le SMIC, 66 000, on est d'accord? Mais les 66 000, ça ne peut rien faire pour quelqu'un qui est à Abidjan. Si on enlève le transport, qui peut me dire combien il dépense? Qui peut me dire combien il dépense ici en transport moyen par jour? Son lieu de travail jusqu'à la maison. 2000, 2500, multiplié par 30, ça fait combien? 10 jours, ça fait combien? 25 000. 25 000 multiplié par 3. Ce qui veut dire que son salaire même ne peut même pas lui permettre de se déplacer efficacement. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ne lui permet pas de se déplacer. Donc, l'environnement géographique, on doit étudier l'environnement géographique avant de s'installer dans une zone. C'est compris? On continue. Et ainsi favoriser certaines entreprises pour en dévaloriser d'autres. L'impact de ces influences générales peut transparaître dans l'environnement immédiat de l'entreprise au travers des évolutions des forces concurrentielles. Des forces concurrentielles. Une entreprise qui est installée à Yamoussoukro, capitale politique, et une entreprise qui est installée à Abidjan, capitale économique, quand vous comparez les chiffres d'affaires, est-ce que il y a une grande différence? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'environnement géographique aura un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est compris? Parce que pourquoi, en Côte d'Ivoire, quand vous venez et qu'on vous demande d'aller vous installer à l'intérieur, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait pour permettre aux entreprises d'aller à l'intérieur? Eugénie, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Quand une entreprise vient s'installer en Côte d'Ivoire et que l'État lui demande d'aller s'installer à l'intérieur et non à Abidjan, une façon de décentraliser pour éviter ce qu'on appelle ici les zones rurales, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire lui propose?
comment on appelle ça en bon français? En bon français? Exonération d'impôts. Exonération d'impôts. Donc, on vous prie de payer les impôts pendant au moins 5 ans. Vous voyez un peu. Afin que vous ayez quand même des revenus substantiels pour pouvoir payer les impôts. C'est compris? Parce que la densité, comme l'a dit Mme Gueye, à Abidjan, n'est pas la même densité à l'intérieur. Quand vous arrivez à, comment on appelle ça, à Djamé, dans le temps où on n'avait pas encore déblayé le boulevard Nagui à Bourgois, mais au lieu qu'il y ait embouteillage de voitures, c'est embouteillage d'hommes. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui est difficile à l'intérieur. Donc, le commerce, l'échange se fait rapidement à Abidjan qu'à l'intérieur. Ce qui veut dire que les gens de l'intérieur, avant de rentrer en possession de leur argent investi, la période est longue. Or, à Abidjan, en moins de 1 an, il rentre en possession, ce qu'on appelle retour sur investissement, et il fait des bénéfices en moins de 1 an. Donc, la zone géographique va influencer, impacter les activités de l'entreprise. Voici le premier élément de l'analyse Pestel, l'environnement géographique. Vous avez compris? Ce qui veut dire quoi? Pour ceux qui ont fait des études d'État, que ce soit en gestion commerciale ou bien en ressources humaines, quand on vous donne le test, on vous dit souvent la localisation de l'entreprise. Et ça aussi, c'est un facteur déterminant. On dit telle entreprise créée en 1900, située en zone industrielle de Yopougon. Ou bien telle entreprise créée en telle année, située à Korogo-Oubeta. Mais la situation géographique a un impact sur l'entreprise. Vous avez compris? On continue. Oui. Est-ce que vous avez dit quoi la première fois? Le premier élément de l'analyse Pestel, c'est l'analyse de la zone géographique. C'est ça, madame? Ok. Allons-y. Le modèle Pestel C'est une est une synthèse qui répartit les influences environnementales en 6 grandes catégories. Tu sautes la partie voie 30 là. Allons-y. La matrice Pestel est en quelque sorte une checklist. Chaque fois que l'un des facteurs évolue, l'environnement concurrentiel est modifié. Le checklist, c'est quoi? Un checklist. Comme on le disait, checkpoint. Ce chata pour maintenant. Un checklist, c'est quoi? C'est avec toi. Même si tu ne me vois pas, tu me vois à travers l'écran. Un checklist, c'est quoi? C'est un gros cahier où on note les informations au fur et à mesure. Donc, c'est un ensemble d'informations qu'on recueille et qu'on rassemble, comme on appelle ici, un cahier de notes, n'est-ce pas? On est d'accord? Maintenant, ce qu'on nous dit ici, on dit, en quelque sorte, une checklist. Chaque fois que l'un des facteurs évolue, l'environnement concurrentiel est modifié. Lorsque un élément évolue, l'environnement est modifié. Ça veut dire quoi? Oui. D'accord, tu n'as pas de souci. Chaque fois que l'un des facteurs évolue, l'environnement concurrentiel est modifié. Bon, monsieur, ici, ce que moi je comprends, c'est que si deux entreprises, monsieur, si deux entreprises comme ça sont en concurrence, Oui. et qu'une autre entreprise, on va faire des modifications en améliorant peut-être ses produits, ça va changer. La concurrence va changer. Non, c'est à modifier. C'est à modifier. C'est à modifier. Changer et modifier, souvent ici, ça fait deux. Ici, ce qu'on veut dire, on a bien dit ici, lorsque l'un des facteurs évolue, ça va? On a dit ici que l'environnement ici, le premier élément de la matrice Pestel, on a pris quoi? La situation géographique. Ça va? La situation géographique peut évoluer. On est d'accord? Aujourd'hui, je prends par exemple le nord, comme Korogo, Ferke. Qui est parti là-bas dans ce jour?
Mais pas dans ce jour, mais ouais, Mais au c'est bout de pas la- le Korogo. Oui, Korogo. Laissez faire qu'il prenne le Korogo. Bon, Korogo. Oui, qui allait là-bas? Oui, Korogo que tu as visité maintenant, est-ce que tu as connu Korogo avant? Bon, non. Non. Ce qui veut dire quoi? À Korogo, dans le temps, c'est-à-dire avant même l'avènement de ce qu'on sait, Korogo n'était pas aussi dynamique. Est-ce que vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, avec les infrastructures, est-ce que vous voyez un peu? Infrastructures routières, avec l'administration qui y va, avec toutes les commodités, les entreprises, il y a plusieurs entreprises qui sont installées aujourd'hui à Korogo. Ce qui veut dire quoi? Une entreprise de Korogo, d'abord, pas une entreprise de Korogo, une entreprise qui est installée à Korogo peut concurrencer une entreprise qui se trouve à Abidjan. Parce que la population de Korogo a commencé à évoluer. Parce que quoi? Les gens ne viennent plus à Abidjan parce qu'il n'y a pas d'entreprise là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Avant, les gens venaient à Abidjan, ce qu'on appelle les eaux du rural, parce qu'on pensait aller chercher le bien-être quelque part, surtout en basket, qu'on appelle ici à Abidjan. Tout le monde, le jeune gars qui s'élève, il a 15 ans, il a 18 ans, directement c'est Abidjan. Mais à cause de quoi? Parce qu'un facteur déterminant de la situation géographique n'existe pas. Il n'y a pas d'entreprise. La population ici n'est pas nombreuse. Les gens ne viennent plus à Abidjan. Toute la population reste à Korogo. On n'envoie plus les enfants après avoir obtenu leur CP, on n'envoie plus hors de Korogo. Celui qui a son BPC, on n'envoie plus hors de Korogo. Il y a des collèges de proximité, donc la population reste sur place. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une université. Ce qui veut dire qu'en plus de l'université, pour qu'il y ait une université, il faut qu'il y ait une administration. Qui dit administration dit enseignant. Alors tout ça est une dynamique pour que la population reste sur place. Donc la population de Korogo en 99 et puis la population de Korogo en 2011, elle a peut-être doublé ou bien même triplé. Puisque nous, en tant qu'entreprise, c'est la population qui nous intéresse. Puisque c'est à lui ou bien c'est à elle que nous vendons. On est d'accord? Plus la population évolue, ça peut modifier l'environnement concurrentiel. On peut être à Korogo et concurrencer ceux qui sont à Abidjan. Donc on n'a rien à envier à ceux qui sont à Abidjan. Est-ce que vous voyez un peu? Ça va? Allons-y. Bonne arrivée, professeur. Merci, monsieur. Allons-y, David. Une fois l'analyse des facteurs réalisée, il convient ensuite d'étudier l'impact spécifique de chacune des forces sur l'industrie, le marché et l'organisation elle-même. Les évolutions technologiques influencent les méthodes de travail, les styles de vie et les interactions sociales. Facebook ou eBay, comme toute pression écologique, peut conduire à remplacer certaines technologies de procédés. Mercure dans les batteries, lampe à faible incandescence. Ok. On prend un exemple qui s'impose à nous aujourd'hui. Avec la maladie que nous subissons aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas changement de comportement? Il y a un changement de comportement. Et ce changement de comportement profite à qui? Qui fabrique quoi? Du savon, des masques, des gels hydroalcooliques. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, une situation écologique, hygiénique, n'importe laquelle, peut impacter négativement comme positivement une entreprise. Ce qui veut dire que quand nous sommes dans un environnement, tous ces éléments qui gravitent autour de nous ont un impact sur nous. Alors là, il faut soit s'adapter ou bien faire avec. On est d'accord? Mais qui ça n'arrange pas? Ah oui, parce qu'il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Qui ça n'arrange pas? Le Covid. Je peux dire le consommateur. Le consommateur? Oui, bien le consommateur. Qui d'autre encore? Et quand on parle de consommateur, c'est quel type de consommateur on vise ici? Monsieur, elle est plus là. Mais c'est ça.
Les prix grimpent. Le masque que nous portons aujourd'hui, quand il n'y a pas de Covid, est-ce que les gens s'intéressaient à ça? On ne savait même pas que ça existait. Merci beaucoup. Ça, c'est pour les médecins, c'est pour les chirurgiens. Malgré la fois, il faut porter, tu vas se dire, mais celle-là, elle a quel problème? Ce qui veut dire quoi? À ce niveau, les entreprises qui fabriquent ça font des bénéfices, on est d'accord? Mais les prix grimpent. Et c'est la population qui en souffre. Mais ils vont dire de façon réglementaire au niveau de l'État, voici des consignes réglementaires au niveau du prix. Mais nous sommes en matière de commerce, d'échange, c'est une situation de libre-échange. La personne vient, elle dit que son masque, c'est à 3 000. Si tu veux, l'achètes, si tu veux, tu ne l'achètes pas. Mais il le fait à 3 000 parce qu'il sait que dans cette zone géographique dans laquelle vous êtes, il n'y a pas autre producteur, même autre fabricant de ce masque-là à part lui. Tu fais comment? Obligation pour toi de l'acheter. Donc, toute situation, que ce soit écologique, hygiénique, humanitaire, ce qui veut dire que quand nous sommes dans un environnement, on ne doit pas vivre en autarcie. On doit être observateur pour voir quel élément qui peut nous faire basculer ou bien qui peut nous arranger. Quand on dit un homme d'affaires, c'est qui? On utilise ce terme-là plus souvent. Un terme gavoldé. Celui-là, c'est un homme d'affaires. C'est qui l'homme d'affaires? Ou bien la femme d'affaires? Oui, le businessman, c'est quoi? C'est qui d'abord? Il fait plus de l'activité, donc il mène plus de l'activité. Il mène plus d'activité, oui. Oui. Donc, je pense qu'un homme d'affaires, c'est celui qui gère les entreprises commerciales et autres. Là, celui qui gère, c'est un gestionnaire. L'homme d'affaires, c'est un opportuniste. Il flaire les opportunités. En bon français, on dit il a le nez creux. Quand il y a une occasion qui peut l'arranger, il est dedans. Quelles sont les personnes qui fabriquaient les masques ici de nos jours, avant même l'avènement? Je vais parler d'avènement, parce que le Covid ne va jamais disparaître. On va vivre avec lui comme on vit avec le choléra, on vit avec le sida. On se obligé de s'adapter. Ah oui, mais ça ne va jamais disparaître. Ah mais, attends, c'est quelle maladie dans le temps qui paralysait les enfants là? Comment on appelle ça? Polio. Mais on vit avec la polio jusqu'à aujourd'hui. Il y a des campagnes de sensibilisation pour pouvoir vacciner. Bien que le vaccin existe, mais les gens qui ne veulent pas se vacciner. Alors il faut vivre avec. Alors là, dans cette situation, il y a les perdants et aussi il y a les gagnants. Donc l'opportuniste, c'est l'homme d'affaires. Aujourd'hui, qui fabriquait les masques? Bonjour dans les masques, on disait quoi dans le temps? Le masque, il n'est pas utilisable. Une fois que vous enlèvez, donc on nous dit maintenant de faire des masques utilisables. Compte tenu de quoi? Du degré de pauvreté de la population africaine. Alors là, quels sont ceux qui fabriquent les masques réutilisables? Les couturiers. Et il y a plusieurs modèles. Il y a des masques même tu portes même à ne respirer. Tu peux même plus respirer. C'est tellement ça te plaque les narines même. Mais ils ont dit de porter. Alors là, lui, cette situation de Covid est une opportunité pour lui. Est-ce que vous voyez un peu? Lui, parce qu'il est l'opportuniste qui est là. C'est ça l'homme d'affaires. Qui flaire. Qui sait que ça, si je m'y engage, je gagnerai un intérêt. Sinon, le gestionnaire, lui, il gère le quotidien, ou bien il gère ce qui va venir demain dans son entreprise. Mais l'homme d'affaires, aujourd'hui, il a vendu masque, il s'est fait de l'argent. Il n'y a plus Covid, il ne va plus fabriquer masque. Il attend encore. Il cherche. Ça veut dire, lui, comme on le dit, il est aux aguets. Dès qu'il y a une situation qui l'arrange, il se jette. C'est ça l'homme d'affaires. Mais aujourd'hui, on dit tout le monde fait tout le monde est homme d'affaires. Non. Mais monsieur, Oui. Il peut comment on appelle, être présent. Oui, mais c'est-à-dire, le fait même de faire des affaires, c'est prendre des risques. Mais si tu ne te jettes pas dedans, tu ne vas jamais savoir si c'est bon, mais si ce n'est pas bon. Comme on le dit, on n'attend pas que tu danses d'abord le prépa, viens d'abord dans l'arène. Par rapport à truc là, le truc de magie système, Oui. il y a une blanc là comme ça. Je sens que
Le gars investit des milliards. D'accord, le Magic System, c'est quel événement de Magic System? Campagne. Campagne. Tout quoi, campagne. Non. Union européenne. Magic System, Union européenne, tout. Non. Magic System est quoi? Comment on appelle ça au niveau de. Comment on appelle une organisation? Comment je vais appeler ça? Magic System, d'abord, le groupe même était un leader d'opinion. Est-ce que vous voyez un peu? En tant que leader d'opinion, depuis que les années 2000 à 2011, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, avait une mauvaise image de qui? De la France et des Européens. Parce que c'était quoi? La France ou bien les Européens cherchaient toujours à appauvrir l'Afrique et enrichir l'Europe. C'est même pas ça, c'est même pas une image, même, ça a été toujours comme ça. Alors là, l'Union européenne, pour changer l'image, quoi ça? Elle dit quoi? La caméra. Mais c'est le coup que j'ai fait. Je ne fais pas politique. Donc, pour redorer le blason de la France et de l'Union européenne, alors là, il faut s'attacher par les services, mais l'image que Magic System a au sein de l'Afrique de l'Ouest, s'associer l'image de Magic System et faire Magic System tout, on aura et on a une bonne image de l'Union européenne, on a une bonne image de la France et de tous les pays européens. Est-ce que vous voyez un peu? Et aujourd'hui encore, Magic System, le représentant de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et la fondation Didier Drogba, quand ils viennent encore, c'est pour dire que l'Union européenne est là pour nous et non contre nous. Et qui n'aime pas Didier Drogba? Chacun de nous. Je ne vais pas vous demander pourquoi. Parce que là, ça sera long. C'est bien sûr, si on prend un pourcentage, sur 100 personnes au moins, il y a 85 qui sont pour nous. On est d'accord? Donc c'est déjà un bon point. On est d'accord? Alors là, moi je prends cette image-là, j'associe Didier Drogba, j'associe Magic System pour donner une bonne image à l'Union européenne. Pendant ce temps, les pays africains, avec leur président, demandent à ce que les dettes de ces pays européens soient totalement annulées. L'Europe dit non. On va rallonger, mais annuler, impossible. Parce qu'avec ce que nous subissons avec le Covid, c'est l'économie qui est atteinte. Eux-mêmes, ils sont atteints. Oui. Monsieur, le fait d'enlever cette dette-là, ne serait bien vu par ceux qui sont ici. Ils vont dire que c'est un acte, ils se rachètent en fait. En fait, il veut dire que c'est vrai que tout le monde va garder l'opinion qu'il a déjà d'eux. Mais le fait même déjà de dire, peut-être j'enlève votre dette, va mais aussi encore plus l'image qui oui. Moi, c'est qu'il me fait mal. Non, mais regarde, avec tout ce qu'ils font là, mais regarde où l'Afrique en est. Mais c'est parce qu'on a accepté. Ça me fait mal. Imaginez par exemple, voici comment les dettes africaines augmentent de jour en jour. Est-ce que vous avez compris? Supposons qu'au temps de M. Bédé ou de M. Oufoué, père fondateur de la Côte d'Ivoire, au moment où Oufoué contractait les dettes, on était d'accord à ce qu'on appelle ici le franc français. On est d'accord? Un franc français équivalait à 50 francs CFA. On est d'accord? Mais aujourd'hui, la dette qui a été contractée en 1970, puisque souvent les dettes là, c'est pour 30 ans, 40 ans. Mais pendant que nous venons à 40 ans, ce n'est plus un franc français. C'est devenu maintenant 1 euro. 1 euro est égal à combien? 655. Alors si tu avais pris dans le temps 1 million que tu devais payer à 50 francs, le franc français, multiplie 1 million par 550 aujourd'hui. Parce que comment les dettes ont jamais fini? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que pourquoi les dettes ne finissent jamais? Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, tu as pris 10 000 francs, tu vas rembourser
300 000. Et au fur et à mesure, nous, c'est notre valeur monétaire qui baisse d'évaluation. Et on nous fait comprendre que plus on est évalué, disons plus notre fonds est évalué, plus ils sont capables de nous en donner encore davantage. Alors quand tu dis à un Européen de suspendre ta dette, mais c'est de l'utopie, c'est impossible. C'est de ça, eux aussi, ils vivent. Je te fais un prêt de 10 000, c'est avec intérêt. Souvent, on parle de dette sans intérêt, mais tous les intérêts ne sont pas des intérêts pécuniaires ou des intérêts financiers, c'est toujours des intérêts moraux. Après moi, je te fais un prêt de 300 millions, mais demain, lorsque tu as des marchés, quand je viens te demander, tu ne peux pas me refuser. Ah ouais. La main qui demande est toujours. Alors celui qui t'a fait un prêt, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, si tu as des marchés comme ça, est-ce que tu vas l'oublier? Ce n'est pas une obligation. Oui, ça c'est parce que tu es de l'autre côté de la barrière. C'est pas une obligation. Quand tu seras là-bas, ce sont des, comment on appelle ça? Ce sont des contrats qu'on appelle des contrats léoniens, qu'on appelle les contrats non dits. Mais ça se pose à toi. Tu ne veux pas, ils vont faire par tous les moyens. Comme toi, tu ne joues pas avec nous, tu joues avec nos intérêts, on va t'enlever. Claire. C'est la vie, ma chérie, c'est la vie. Les forts sont les forts. Ah, n'est-ce pas, oui? Ok, vas-y. Prise en compte des facteurs les plus souvent rencontrés. Loi de modernisation de l'économie. Ok. Voici des facteurs que nous allons voir qui vont nous permettre d'analyser la matrice Pessel. Le premier loi que nous avons vu, c'était l'environnement géographique. On est d'accord? On va tomber maintenant sur les lois de modernisation de l'économie. Ça veut dire quoi? Une loi de modernisation de l'économie. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure à propos de la dévaluation. Lorsque le franc CFA a été dévalué, ça a eu, même pas des impacts sur nous en tant que population, des impacts sur les entreprises. Ça veut dire quoi? Il y a eu ce qu'on appelle ici, ce thème qu'on a toujours parlé depuis qu'on était au collège, la détérioration des thèmes de l'échange. On vend notre cacao à 10 francs, mais le cacao nous revient à 10 000 francs. Dans ce cas, comment tu ne veux pas être pauvre éternellement? Tu vends le produit brut à 10 francs, mais le produit manufacturé te revient 1000 fois cher. Si vous vendez une marchandise en Chine, le cacao qui va en Chine, mais si tu veux, nos matières premières comme lui qui va à Malaisie en Chine, l'argent passe d'abord au trésor français avant de venir à la BCAO. Ça veut dire quoi? Toujours dit que lorsqu'il y a une transaction, il y a le système qu'on appelle le système douanier. Lorsque vous passez une frontière à une autre, il y a des taxes douanières qu'il faut payer. Donc, c'est-à-dire que si notre argent doit passer d'abord au trésor français avant de venir à la BCAO, la France d'abord prend pour elle, parce que d'abord pour que le franc chinois soit converti en franc CFA, il faudrait qu'il soit converti d'abord en euros. Or, cette transaction-là nécessite tout bien des frais, des coûts. Et après, ça va venir maintenant à la BCAO. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsqu'il y a une modification économique, ça a des impacts. On parlait ici de la création de ce qu'on appelle d'une monnaie commune au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dont les présidents avaient fait la publicité dans le temps. L'éco. Mais l'éco, on fait l'éco et puis on tient compte aussi du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays fort, bien qu'il soit un géant au pied d'argile. Le Naira est plus fort que le franc CFA. Alors là, si le Nigeria va accepter que lui, sa monnaie, qui est plus forte que le franc CFA, soit dévaluée au niveau du franc CFA, le Nigeria s'est réti. Parce qu'on dit, ouais, nos présidents ne les ont pas concertés. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a une modification, quel que soit au niveau de la monnaie, d'évaluation, évaluation, ça a un impact sur l'entreprise. Si au niveau de l'État,
on ne paye pas bien les fonctionnaires, on ne paye pas bien les ménages, mais alors là, qui va acheter les produits que nous allons mettre sur le marché? Monsieur, Personne. moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Vers mon service là, il y a, comment on appelle, supermarché, on appelle ça par Leader Price. Leader Price. Moi, si quelqu'un me pose beaucoup de questions, Oui. je rentre, j'achète le déo là. Et puis je dis, mais madame, pourquoi il n'y a pas le déo Nata ou bien quoi? Parce que c'est le déo que je suis. Elle me dit non, tous les produits que vous voyez ici là, viennent des déos. Oui. Mais j'étais choquée. Vous venez, vous prenez le local ici en Afrique, vous emmenez vos produits, vous nous vendez vos produits. Pendant ce temps-là, l'Africain devient quoi? L'ennemi de l'Africain, c'est lui-même. Parce que nous sommes snobs. C'est ce qu'on appelle être snob, le snobiste. Ce qui vient d'ailleurs, on accorde plus de valeur à ce qui vient d'ailleurs que ce qui est fait chez nous ici. Mais tu sais ce que je portais? Mais c'est des habits griffés, ça vient de l'Europe. Tu portes quoi ça? Et puis c'est dans notre culture. Alors là, pour pouvoir nous vendre des produits, souvent même le produit même qui est fait ici, on vous dit que ça vient d'ailleurs. Parce que quand c'est comme ça, ça donne de la valeur. Et je vous le dis, quand moi j'étais étudiant, les chemises façonnables, Ralph Lauren, quand vous allez à chose qu'on appelle au magasin Kain, avant c'était en face de choses, la rotonde. Pour celui qui connaît le chose qu'on appelle ça, là, le ciel de la BCC au plateau. Là-bas, une chemise façonnable, Ralph Lauren, Tommy, c'est 90 000 francs. Griffe à bord, tatouage, fait, broderie, 90 000 francs la chemise. Alors là, qu'est-ce que je faisais? J'avais un bon couturier qui était à Djamé, et par Internet, je commandais les griffes et les boutons. Et le gars, il me confectionnait à la perfection la même chemise. À combien? Il me faisait ça à 10 000, et moi je faisais ça à 70 000. Mais quand tu vois, c'est une copie exacte. C'est-à-dire, il copie ça de manière déconcertante. Tu ne peux pas savoir. Seul le sachant sait, moi. Mais quand je te dis que ça vient de Kain. Et je te dis que je travaille avec Kain. Mais comme les chemises sont en stock, pour ne pas qu'on soit en stock qui ne puisse pas être écoulé, donc on nous donne, nous en tant que commerçant à Kain, et puis on vend ça de porte à porte. Le gars, quand j'arrive, je lui vends une chemise à 60 000, 70 000. Alors je lui dis quoi? Pour ne pas que ça pèse sur lui, donne-moi 20 000 francs comme avance. Les 50 000 francs, je vois à la fin du mois. J'ai déjà eu les 10 000 francs que j'ai payés avec mon couturier, les 10 autres 10 000 francs, les dépenses au niveau de la griffe, les boutons, tout ça là. Ça dit quoi? J'ai un bénéfice de 50 000 francs sur une chemise. Et les gens achetaient. Mais dis-lui que c'est fait à Djamé, Reboul. Tu comprends ce que je veux dire? C'est nous-mêmes. Nous dévalorisons, oui, madame. C'est le cas de la marque de chocolat, c'est moi. C'est moi. C'est moi, comme ils savent que le cacao Provient de la Côte d'Ivoire. Provient de la Côte d'Ivoire et le cacao était vraiment, je peux dire, un griffe pas bien acheté sur le marché international. Ils avaient voulu transformer ça ici en produit fini. Un produit fini. Ils vendaient, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Mais monsieur, même les choses que ça va pour pourquoi? L'Européen, c'est lui qui mange le bon chocolat. On est d'accord? Imagine-toi qu'il se met dans sa tête. Ça, c'est la psychologie. Hein. Le blanc, il a été toujours raciste. Ça, il n'y a rien à faire. Quand il pense que le chocolat que c'est moi fait chez lui est fait par des blancs et le même chocolat est fait par des Africains. Oui. Non, c'est pas mon sac. Non, c'est pas moi. J'avais trouvé celle-ci et puis. C'était là dans la salle même. Tu as compris? Donc, le chocolat, c'est moi, fait en France, mais les Européens courent là-dessus. Mais dans leur psychologie, dans leur idée, chocolat, c'est moi, fait à Abidjan. Par qui?
par les Africains, n'achètent pas. Et puis encore, nous-mêmes, en tant que producteurs, les premiers producteurs de cacao, combien de personnes prennent le café ici le matin? L'Africain, c'est qui? L'Africain l'ivoirien. Merci. Regardez, bonsoir madame. Regardez à 5 h du matin. La dame qui fait le placard, elle commence à 4 h. À 7 h, c'est fini. Madame, attends, si tu arrives à 7 h 30, tu ne manges plus de placard. Mais ça veut dire que c'est dans notre culture. Mais monsieur, oui. Moi je pense que le mal là, c'est là. Il faudrait que nous-mêmes Africains, on s'assoie pour en parler. Déjà, le mot que nous avons là, c'est le nom d'esclavage. Pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas l'argent, on ne nous enseigne pas, comment on appelle, le business dès le bas âge? Parce que moi, j'ai constaté une chose. Merci. Une parenthèse, je vais t'interrompre. Quand nous étions en 3e, en 4e, il y avait deux systèmes au niveau des chroniques. Et le direct rule et les direct rule. Ça va? C'était les Français qui ont adopté ce qu'on appelle la colonisation directe. Ça veut dire le français colonisé par la France, là, le français était partout, dans toutes les activités. On ne donnait pas la possibilité aux colonies françaises de se prendre en charge. Mais regardez le Ghana est plus évolué que nous. Dans le temps, on se moquait du Ghana, on dit que tu es tombé comme cacao de Ghana. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas partir, pas t'arrêter pour parler des vins gagnés. Encore moins un Nigérien. Le Nigérien a ici la mer. Malheur à toi, si lui il est né ici. Mais tu es foutu. Monsieur, il te dit qu'il est plus ivoirien que toi. Non, ça veut dire quoi? C'est nous qui devons changer la donne. Si nous, en tant que tel, on est toujours extraverti, ça veut dire quoi? C'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon, mais ça va toujours continuer. C'est une question de culture. Et qui doit changer, c'est nous. Il faudrait qu'on inculque cette valeur. Maintenant, quand aujourd'hui, quelqu'un qui vient de l'Europe, ça ne nous dit rien. Mais avant, on dit lui là, il vient de Paris, mais c'est un péquiste. Le mot fétiche. Mais il a toutes les femmes du monde. Ah, c'est ça, mais aujourd'hui, là, si tu veux, mais les gens font rien à toi. Parce que ce que tu as là-bas, nous, on a ça ici aussi. C'est pas, je le disais à quelqu'un avant, ne quittez pas Abidjan, parlez au village pour vous dire vous allez faire le malin. Vous allez vous foutre le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Ce que tu vois là-bas, lui supporte. Lui, mais il est plus géré que toi. Et puis, il est plus riche que toi. Tu as quoi? D'après, non, vous allez à Abidjan, tu les vois en costume, cravate, c'est pour aller dormir dans le studio ou bien dans la chambre salon. Mais à l'intérieur, le gars, les apprend ce villa. À 5 ans, il y a une grande villa. Il mange bien que toi. Tu es malheureux. Et puis tu as prétendre venir parce que tu viens d'Abidjan, mais il s'en fiche. Tu as écran placement, il a écran placement. Tu as canal, il a canal. Tu as André, lui, il a André plus grave que toi. Attends, tu vas lui montrer quoi au juste qui va lui faire peur. Tranquille. Donc c'est une question de mentalité. Donc une fois il y a un changement dans l'environnement, que ce soit dans l'environnement économique, ça a toujours un impact. Lorsque l'État ne paye pas ses fonctionnaires, impact. Lorsque les emplois ne sont pas déclarés à la CNPS, impact. Lorsqu'il y a dévaluation, impact. Donc au niveau de l'environnement économique, ça aura toujours un impact sur l'entreprise. Tu as compris? Monsieur, oui. Je tenais à dire quelque chose. Oui, oui. Donc, pendant mon parcours scolaire, ce que moi j'ai appris, que je peux dire c'est bon, c'est de mon CM2 à ma 6e. Là, j'ai appris un peu l'histoire du Burkina, des royaumes. Et je pense que monsieur, vous, personnellement, pouvez changer quelque chose. Moi? Oui. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas vous perfectionner dans l'enseignement de, par exemple, le business de l'argent? Pourquoi, monsieur? Pourquoi pas?
Non. Les modules sont là. Les capacités sont là. On est d'accord? Disons pas on peut le dire, l'intelligence est là. Mais c'est le cadre qui n'est pas adapté. Monsieur qui veut commencer, même avec un smartphone, lui à la maison, monsieur fait. Monsieur, vous pouvez changer, vous allez changer beaucoup de choses. En Afrique, peut-être même dans le monde. Oui. Oui, Ok, monsieur, on va y essayer. On va s'adapter. Non, vraiment, tout ce que nous on apprend là, c'est que apprendre, mémoriser, réciter, Ok. Après ça, il y a le contrôle des produits. Le contrôle des produits, c'est quoi? En quoi le contrôle des produits peut avoir un impact sur l'entreprise? On a parlé, mais en résumé, en fait, la loi de la modernisation, c'est quoi? La loi De la modernisation de l'économie. Ok. Quand on parle de loi, ça veut dire quoi? Une loi, c'est quoi? C'est un décret. Il ne faut pas confondre loi et puis décret. Il ne faut pas confondre loi aussi et puis règlement. Il ne faut pas confondre loi et puis arrêter. On est d'accord? C'est une règle qui s'impose à nous. Ce qui veut dire quoi? Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on dit loi de modernisation, ça veut dire c'est un aspect de l'économie qui s'impose à nous. Obligatoirement, tu dois t'y adapter. On est d'accord? J'ai parlé tout à l'heure, Kofi, j'ai parlé tout à l'heure du salaire. Imagine-toi que l'État n'arrive plus à payer. Quand on parle de loi, ce n'est pas parce que c'est légiféré. Mais c'est comme on peut le dire, prête-moi le mot, on dit ce qui est insurmontable. Comment on appelle ça? Cas de force majeure. Quand ça arrive, tu fais quoi, ingénieur? Tu ne peux pas faire autrement. On dit qu'il est insurmontable. Donc, à ce niveau, lorsqu'il y a un changement monétaire, ou bien changement dans la conglomération monétaire, ça aura toujours des effets sur l'entreprise, sur nous-mêmes en tant qu'individus. Quand on parle d'impact, on ne voyait pas ça de façon négative. L'impact peut être positif comme négatif. C'est quand on parle de conséquences. Souvent, nous, en tant que... Quand on dit, tu vas voir les conséquences de tes actes. Les conséquences peuvent être positives comme négatives. Mais nous, directement, quand on parle de conséquences, on voit ça dans sa sphère péjorative. Conséquence veut dire mauvais. Or, conséquence, ça peut être positif. Ça peut être négatif. Vous avez compris? Ça va? Ok, allons-y. Contrôle des produits. C'est quoi, contrôle des produits? En quoi le contrôle des produits peut avoir l'impact? Qu'est-ce qu'on appelle contrôle d'abord? Vérification. On est d'accord? Quand on prend un peu les produits comme les produits de Carré d'Or, qui connaît Carré d'Or? Il fait quoi? C'est ça dans l'alimentation. Oui, donne-moi un produit fait par Carré d'Or. Farine. Farine. Oui, mais laquelle de farine? Oui, mais laquelle de farine? Farine blanche. On appelle ça comment? Malika. Donc ici, regardez par exemple, quand Carré d'Or met sur ses produits, élus produits de l'année par les consommateurs. Ce qui veut dire que tout produit qui est fabriqué par l'entreprise est contrôlé. Ça va? Quand on appelle contrôlé, on appelle ça ici, il faudrait que tel produit respecte certaines normes. Ça va? Donc, quand on parle de normes, on parle ici de loi. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'entreprise, lorsque je dois mettre un produit sur le marché, je dois suivre les normes que l'État me pose. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui veut dire que je ne fais plus comme si je faisais à ma volonté. Mais je le fais en tenant compte des lois, des normes qui sont imposées à moi par l'État. Prenons le cas du vin Château de France. Qui connaît l'histoire du Château de France l'année dernière? Où ils ont eu, ils ont été contrôlés par ceux qui se chargent de tout ce qui est sanitaire. Oui, le service d'hygiène. Voilà, au niveau du ministère de la Santé. Ils ont trouvé qu'ils ne remplissent pas les normes. Et c'est pas les normes.
Ils ont fermé. Ils ont fermé l'entreprise. Parce que quoi? L'entreprise ne respectait pas les normes hygiéniques de production. Ce vin-là était produit dans des conditions insalubres. Ça veut dire quoi? C'était du poison que les gens consommaient pour les furies du vin. Est-ce que vous voyez un peu? Alors l'État contrôle. Le produit qui doit être servi à la population doit être contrôlé. Ça va? Au niveau aussi de choses, comme on appelle des frontières, quels sont ceux qui sont appelés à surveiller les frontières? Les douaniers. Les douaniers. On est d'accord? Si les douaniers n'étaient pas là, on assisterait à quoi? La contrebande. Pendant que des sociétés citoyennes qui payent régulièrement leurs impôts à la Côte d'Ivoire, il y a des contrebandiers qui vont prendre la contrefaçon ailleurs pour venir vendre, mais ceux-là ne payent pas d'impôts. Alors là, on les appelle comment? Les fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Parce que ceux-là ne participent pas à l'économie, ils ne payent pas d'impôts. Tu prends WAS Côte d'Ivoire, vrai WAS Côte d'Ivoire. Il y a WAS Côte d'Ivoire et puis il y a WAS Côte d'Ivoire. Voici pourquoi WAS Côte d'Ivoire, il y a sa publicité concurrentielle, WAS Côte d'Ivoire, mais méfiez-vous de quoi? La contrefaçon. Exigez l'original. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes ils savent déjà qu'ils sont concurrencés, mais concurrence déloyale. Mais monsieur, oui. Depuis on paye les impôts. Il n'y a pas un jour entendu dire que c'est l'argent du contribuable ou bien l'État qui a fait ça. Non, c'est. Je peux dire ça, c'est une évidence. On n'a pas droit, mais c'est une évidence. Parce que c'est l'État vit. L'État n'a pas autre ressource si ce n'est pas les impôts. Ça dit, en parler, c'est comme ouvrir une porte déjà ouverte. Est-ce que tu vois un peu, non? Donc, même nous-mêmes, en tant qu'individus, nous qui n'avons même pas une entreprise, on paie les impôts. Monsieur, toute Oui. une question. Monsieur, l'État vit les impôts. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois, ils ont beau emprunter ailleurs à l'État? Non, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Dans la vie, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Les impôts qui font les routes, les hôpitaux, Ok. on a fait encore on a pas laissé encore. Ça, c'est les impôts, c'est quoi? Ce sont les taxes que toute personne habitant sur un territoire donné, doit payer. On est d'accord? Mais quand on fait le budget annuel, ça ne suffit pas. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ce que l'impôt nous donne, ça permet de gérer le quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Payer les fonctionnaires, gérer certaines situations. Mais puisque nous sommes dans des projets d'avenir, on va emprunter. Emprunter, ce n'est pas mauvais. Mais quand prendre crédit, c'est pas mauvais. Prendre crédit, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand tu ne payes pas. Mais quand vous prenez, aujourd'hui, on parle de budget programme. Quand on parle de budget dans les pays, ce n'est pas l'argent qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas l'argent qui est là pour dire, ouais, le budget, là, cette année, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 8300 et quelques milliards. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de 8 000 milliards et 300 et quelques. Mais ces 8 000 là, ce n'est pas 8 000 qui sont dans la caisse. C'est un budget programme. Ça veut dire quoi? Cette année, les impôts vont nous donner un chiffre prévisionnel de 200 milliards. Le Trésor va donner pour elle va donner pour lui. La douane aussi. Maintenant, nos partenaires commerciaux, ou bien ce qu'on appelle ici, comment on appelle ça là, les bailleurs de fonds, vont nous donner tant. Donc, c'est comme ça, c'est l'ensemble de tout ça là dit, ce sont des prévisions ou bien des intentions de budget. Il se fait que les 8 milliards dont on parle là, ceux qui ont compte désistent à la dernière minute. Fait comment? Monsieur, oui. on ne peut pas vivre au-dessus de ces moyens.
tu n'as pas là, tu es obligé de construire. Bon, maintenant. On ne vit pas. On ne vit pas au-dessus de nos moyens. On vit selon ce dont on est capable. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un programme. Hein. Quand je dis c'est un programme, je prends un exemple. Quand vous commencez à travailler, on est d'accord que c'est un travail continu. J'ai un salaire de 200 000. On est d'accord? Je sais qu'avec 200 000, voici ce que je peux faire, voici ce que je peux faire. Parce que j'ai des ressources. Ou bien j'ai une ressource qui est mon salaire. D'ailleurs, même quand on dit tu as un salaire, ça te permet d'être confiant en soi-même. D'ailleurs, quand vous allez demander un prêt, on dit telle personne ne s'en va par rapport à quoi? Parce qu'il a une source de revenus. Mais quand tu n'as pas parti comme ça, puis tu dis, moi j'ai besoin de 200 000, tu travailles où? Non, donne-moi après, sur la base de quoi? Après. Celui qui te fait crédit, d'ailleurs, quand j'ai eu la phrase, le mot crédit, c'est quoi? Le mot crédit, son sens étymologique. Zénam. Mais c'est pas là. Déhi, la vie, le génie, Madame Kofi. Vous allez après payer. Je dois après payer ça, c'est ça le crédit. Son sens étymologique, le crédit, le sens étymologique veut dire confiance. Oui. Mais c'est ça, c'est Après. Tu viens me voir pour quelque chose. Si je te donne, c'est parce que je te fais confiance. Parce que je suis sûr que toi, tu es capable de rembourser. Mais est-ce que tu es capable de donner à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance? Et le crédit veut dire confiance. Mais monsieur, c'est que le côté confiance là n'est pas au niveau des assurances ni des trucs. Parce que quand eux ils te donnent un crédit, ils veulent avoir une assurance que tu vas payer ce crédit là. Ah, mais c'est la confiance aussi. Mais non, pour moi c'est pas une confiance parce que tu viens, tu dis ah j'ai besoin peut-être de 1 million pour démarrer Oui, une affaire. oui. On te dit ok, Ok. tu travailles où, tu as quelles sont tes sources de revenus. Déjà c'est pour moi c'est pas un manque de Ils confiance. mettent quelque chose en place. Merci. Voilà. Merci, je viens. Tu payes pas. Je viens. Par exemple, ta personne, Je viens. tu évalues peut-être à 10 000. On parle en droit. En droit. Qu'est-ce qu'on dit? Un contrat, c'est quoi? C'est une convention. Un contrat, c'est quoi? Une convention. Oui, une convention dans laquelle chaque partie a des droits et des obligations. Alors on dit quoi? Ou dans un contrat, il y a les deux personnes, c'est-à-dire les deux parties, chacune des parties a des droits et des obligations. On dit quoi? En termes de droit, madame des génies. Le contrat est conclu ou bien on ne comprend pas? C'est un commun accord. C'est ça qu'on a. Attends, c'est quoi? La question. Laissez répéter la question. Un contrat a deux parties. On est d'accord? Oui. Dans ce contrat, chacune des parties a des droits et des obligations. Droits, obligations. En droit, comme on dit ça, on a des contrats dans lesquels c'est une seule partie qui a droit, l'autre n'a pas de droit. C'est pas un contrat de synalagmatique. C'est un contrat synalagmatique. Ça va? On parle de contrat synalagmatique. Ça va? Parce que les deux parties ont des obligations et des droits. Dans un contrat de travail, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je tisse un contrat de travail avec Yapi, ça veut dire quoi? D'une part, elle a obligation d'exécuter ce que je lui ai donné comme tâche. On est d'accord? Mais moi, mon obligation, c'est quoi? De payer son salaire. Elle, son droit, c'est quoi? De recevoir son salaire. Moi, mon droit, c'est quoi? Qu'elle fasse la tâche que je lui ai confiée. On parle là de contrat synalagmatique. Mais dans le contrat de crédit, est-ce que c'est un contrat synalagmatique? C'est un contrat à sens unique. Je viens te voir. Prête
donne-moi de l'argent. Tu n'es pas obligé de me donner. Mais lorsque j'ai reçu, j'ai obligation, toi maintenant, de te rembourser. Alors là, tu ne te rembourses pas maintenant. Tu peux te convoquer. Mais monsieur, C'est un contrat, tu viens, je veux 200 000 francs. Moi, je ne te donne pas. Tu vas m'envoyer où? Je ne suis pas obligé. Mais une fois reçu, je t'ai donné, c'est toi maintenant qui as l'obligation de me rembourser. Oui. monsieur, je apprendre que, par exemple, moi je viens vers vous, je vous dis de me donner un crédit, Un prêt. Vous me donnez 200 000. Et moi je vous dis, le 10 mai, je vous rembourse. Et le 10 arrive, je ne vous rembourse plus. Le 11, vous m'encaissez, j'aurai appris qu'on dit le contrat est nul. Parce que je n'ai pas remboursé à la date. Le contrat n'est pas nul. C'est toi maintenant qui n'as pas respecté tes engagements vis-à-vis du contrat. Alors là, tu es susceptible d'être poursuivi d'une manière pénale. Parce que là, tu viens de commettre un délit. Ne pas respecter ses engagements, c'est un délit. Ah ouais. Tu as dit le 10. Lui, c'est sur la base du 10 qu'il t'a donné son argent. Si je ne viens pas te demander que ça reste comme ça, personne n'est pas. Ah, s'il ne vient pas te demander. Mais s'il ne vient pas te demander, quelqu'un d'autre viendra te demander si ce n'est pas lui. Donc, ça dit, c'est toi maintenant qui es de mauvaise foi. Et la mauvaise foi s'exprime en droit comment? Un dogme. Un dogme. Lorsqu'on dit l'autre. C'est un dogme. Un dogme, pardon. Ça va? Vous avez dupé. Ça dit, vous avez abusé de la confiance de l'autre. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez compris sa question. Il y a des crédits, quand on fait, qui ont une période, il y a des crédits qui ont une période. Après cette période-là, c'est pas si on dit ce crédit-là doit être, je ne sais pas s'il dit. Ouais, le mot est là. Voilà. En fait, ce crédit n'est plus. En principe, un crédit qui a été consommé à une période de 10 ans. Voilà. On dit un crédit inextricable. Après sa période de 10 ans, la personne vous a demandé jusqu'à vous n'avez pas payé. Vous avez tenu jusqu'à 10 ans. Après ça, le crédit devient nul et de nullifié. Voilà, je pense que c'est ce crédit qui a été. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, quand tu dis le 10 et puis le 11, c'est trop comme ça. Tu as dit qu'on a poussé le 10 et puis le 11, je vais te dire non, c'est nul. Non. C'est un expert. Ah, moi je suis copié. On appelle ça. Oh, le marqueur n'est pas bon. Ah, j'ai moi, je ne comprends pas que you. C'est les gens qui sont forts dans ça. D'extrémité. Non, pas d'extrémité. D'extrait prélimité. D'extrait prélimité. Et ça existe aussi en chose, comment on appelle ça là? En délit. D'extrait prélimité. Monsieur, c'est. M.I. Prélimité. Voilà. Monsieur, c'est d'essai prélimité lorsque le crédit a dépassé 10 ans. Mais au niveau des crédits, j'en viens. Au niveau des crédits, ça dépend des sommes. Ça va? Il y a des sommes qui sont inférieures à un certain niveau, là c'est 5 ans. Vous êtes d'accord? Mais au-delà d'un certain niveau, c'est 10 ans. C'est comme aussi au niveau d'un délit de meurtre. Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, quand a eu lieu, comment on appelle là? Je n'ai pas dit l'assassinat, le meurtre du général Guy. 2002. Ils ont fait des enquêtes. Ça n'a pas abouti. Si jamais les enquêtes qu'ils avaient jusqu'à 2002, ça fait combien? 10 ans. Voici pourquoi le commissaire du gouvernement Ange Kessi, à partir de 2011 net, il a commencé à remettre le dossier sur la table. Et ceux qui ont été. Voici pourquoi les CKCK, on les a mis en position, ça à cause de là. Mais si on dépasse, on arrive à 2013,
forclusion, on ne peut plus les poursuivre. On ne pouvait plus les poursuivre. C'est comme ça dans la loi. Donc il y a des délais d'extrait prélimité qu'il faut respecter. Tu as pris le crédit de quelqu'un. Si tu es malin, tu sais que tu ne vas pas payer, il faut quitter la Côte d'Ivoire. S'il veut te demander 5 ans après, 10 ans après, tu dis bon, allons devant les tribunaux, tu ne pourras plus te poursuivre. Et c'est pourquoi dans ce genre de situation, on assiste à ce qu'on appelle les règlements de compte. Tu as pris mes 10 millions, tu as parti en erreur, et puis tu viens 11 ans après, et puis tu me dis non, c'est nul. Non, toi, tu es foutu. C'est comme ça, c'est compris? On peut continuer? Il est quelle heure? 19h? 48. Ok, on a le temps encore. Ouverture, commerce extérieur, brique. Qu'est-ce que le brique? Oui? En Belgique, bon, ce sont les pays, je crois que c'est 5 pays qui se sont. Mais c'est bon, je sais qu'il y a la Belgique, il y a. Je sais pas, je ne me rappelle plus. Les BRICS. Oh, on ajoute maintenant les BRICS. Brésil, Russie, Inde. Mais c'est Brésil. B, Brésil. R, Russie. Inde. Et C, la Chine. Et puis S, l'Afrique du Sud. Oui, ça va être ici. Non, ici, il n'y a pas, mettez S là-bas. Inde. Sauf Afrique du Sud. Sauf Afrique. Voici les pays émergents. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ces pays émergents-là que nous trichons et nous voulons devenir pays émergents. Parce que dans le temps, ces pays-là étaient considérés comme des pays pauvres. Est-ce que vous avez compris? La Chine, le Japon était supérieur à la Chine. Est-ce que vous voyez? Si bien que dans certains cas même, dans les relations commerciales internationales, on ne parlait pas d'eux. Mais aujourd'hui, lorsque ces pays-là viennent, aujourd'hui, partout en Afrique, même en Côte d'Ivoire, la Chine fait des dons. La Chine construit des ponts. La Chine construit, comment on appelle ça là, des barrages hydroélectriques. La Chine est partout. Ce sont des pays maintenant qui font face aux grandes puissances d'avant, comme les pays européens, la France, les États-Unis, la Belgique, tout ça. Ceux-là sont les pays développés. Donc, lorsque ces pays-là commencent à s'intéresser au commerce international, ça aura un impact sur l'entreprise. Avant, grâce aux Chinois, grâce à certains pays, aujourd'hui nous avons accès à des appareils électroménagers à moins de coût. Avant, tu ne pouvais pas t'acheter une télé JVC, marque française. Tu ne pouvais pas t'acheter une télé Philips. Mais aujourd'hui, avec la Chine, on peut se permettre d'avoir certains appareils à moins de coût. Et on dit, ce mot Shinto, c'est une campagne de dénigrement que les Français ont envoyé contre la Chine. Et nous on a pris ça, oh c'est du Shinto, ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas, mais on utilise quand même. Le prix diminue. Quand les iPhones sont sortis, est-ce qu'ils pouvaient s'attendre à acheter un iPhone à 25 000? Je prends un exemple. Quand c'était sorti, si tu n'as pas au moins 200 000, alors les Chinois arrivent, ils changent la donne. Il faut donner le même appareil. Même si ça ne va pas durer au moins, moi aussi j'ai eu ça. Le problème il est où? Vous savez que maintenant, les téléphones comme ça, ce genre-là. Moi j'étais assise et puis j'entends le téléphone sonner. Ah, madame, votre iPhone sonne. Elle enlève, c'est pas un iPhone, c'est un truc. C'est un truc comme ça. Donc, vous voyez, avec le changement, ça a un impact sur les entreprises. Alors là, toi qui vendais tes produits à prix élevé, la Chine vient, mais tu fais quoi? Tu es obligé de vendre au même prix que lui.
Là, on parle maintenant d'une stratégie de pénétration du marché. Le Chinois arrive sur le marché avec une stratégie de prix qu'on appelle la stratégie de pénétration du marché avec les prix bas. Attaquer n'aime pas moins cher. L'Inde arrive. Il ne faut pas confondre l'Inde et puis les Indiens. On est d'accord? L'Inde arrive avec. Avant tout, c'était les études. On dit on va faire les études en France, on va faire les études au Canada, aux États-Unis. Monsieur, oui. Les Indiens, là, c'est pas ceux qui sont en Inde. Non, je veux dire par rapport aux Indiens américains. Ah, d'accord. Voilà, si on les appelle Indiens, on les appelle les Américains. Avant, c'était quoi? Aller aux États-Unis, faire des études, aller en France. Mais aujourd'hui, ils ont réduit le coût de la formation dans leur pays. On a des Ivoiriens qui sont en Russie, on a des Ivoiriens qui sont en Chine. En Inde, beaucoup. En informatique, ils sont premiers. En médecine, ils sont premiers. En niveau de la santé, ils sont forts. Le coût est réduit. Mais aujourd'hui, ce sont des pays émergents. Alors là, qu'est-ce que les pays qui étaient, comme on appelle, les puissances d'avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réduire les prix aussi. Donc, ça a un impact sur les entreprises qui fabriquaient ces produits-là avant. On a la même image sur le même écran. J'appuie 10, ça sont la même chose. Et toi, tu viens, tu dis, ouais, pour toi, là, c'est 800 000. Mais lui, il vend pour lui à 150 000. Attends. À moins qu'on soit motivé par une motivation d'auto-expression. Sinon, premier alibi, premier motif, je vais avoir ça chez moi. Mais je ne vais pas prendre un truc de 800 000. Qui pouvait savoir qu'un jour, chacun de nous, même un enfant de 12 ans, aurait un portable? Impensable. Le plus bas prix d'un portable en 99 ou bien 98, avec l'arrivée de Télécel, avec leur slogan, en décembre, on coupe le fil. Portable, c'est à partir de 150, 200 000 au plus bas mot. Mais monsieur, cette campagne, ce slogan, ça signifie quoi en fait? Ça veut dire qu'on essaie de tomber les téléphones fixes. On essaie de tomber les téléphones fixes. En décembre, on coupe le fil. On a besoin plus besoin de fils. Et c'était une innovation. Tout le monde. Et puis on voit l'affiche comme ça, la descente. Pourquoi tu essaies de dire quoi là? Comment tu peux téléphoner sans fil? D'abord, attendre décembre, avoir. Et là, il faut le buzz. Or, le buzz, c'est ce qui viendra et qui s'annonce. Et quand il s'annonce, tout le monde, comme l'a dit hier, c'est profil, non? Ou bien c'est la curiosité. Ce qui vient, on veut savoir là. Donc tout le monde s'apprête. Et quand ça vient, ça rend tout le monde paix. Mais aujourd'hui, tout le monde a un portable. Et puis même, c'est dérisoire de dire à quelqu'un, non, je ne suis pas connecté. Mais toi aussi. Oui, je n'ai pas suivi. Mais je n'ai pas d'unité. Même si tu n'as rien, comment tu as un job pour le moment? C'est tout, c'est à l'eau qui est où? La puce, c'était Ivoiriste. C'était 35 000 francs, 100 unités. Je n'ai pas dit 100 unités, il n'y a rien dedans. La puce vient là, c'est 35 000 francs. Et puis toi maintenant, tu as acheté une unité, et une unité que tu achètes cette fois, tu payes en gratte. Ou bien, il y avait un portable qu'on appelait chose, comme on appelle Philippe Génie. Lui, la carte là, quand tu payes, puis 4 mémoires là, je puce là, tu fous ça dedans, elle est grave, et puis tu mets ça dedans. Alors aujourd'hui, tout le monde, grâce à ces pays émergents là, qui ont cassé cette hégémonie là. Et ça là, c'est arrivé à cause de quoi? À cause de la chute du mur de Berlin. Avant, le monde était bipolaire. Il a oublié. Bon, c'est bien sûr, il est là chercher. C'est bien sûr, c'est son école. Oui, mais on parlait tout à l'heure, puis j'ai parlé tout à l'heure de quoi? Le mur de Berlin. Du mur de Berlin. Et puis je disais que on était avant la chute du mur de Berlin dans un monde bipolaire.
où il y avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Le bloc de l'Ouest, c'était qui? Les États-Unis, la France et consorts. Et le bloc de l'Est? Les communistes. Dirigés par qui? La Russie et les pays de l'Est, la Chine et tout ça. Ok. Donc, soit vous êtes communiste, soit vous êtes quoi? Libéraliste. Ça va? Et il y avait les pays qu'on appelait les pays, comment on les appelle? Ceux qui n'étaient ni à gauche ni à droite. Brou. C'est là. Alors, vous savez comment j'ai vu? Les mondes alliés. Alors là, avec l'évolution du monde, on va assister avec l'arrivée au pouvoir à Russie de Mikhail Gorbatchev, qui s'est imprégné de l'évolution des pays européens qui avaient adopté le libéralisme économique comme politique économique. Pendant que ceux qui ont choisi le communisme, à part la Chine, qui était dans une pauvreté qui ne disait pas son nom. Alors Gorbatchev a essayé d'adopter le système de l'Ouest. Alors là, on ne pouvait plus dire que le monde était divisé. À partir de la chute du mur de Berlin, on était maintenant dans ce qu'on appelle maintenant un village planétaire. Est-ce que vous voyez un peu? Avant cette chute-là, vous ne verrez pas un Chinois en Afrique, c'est rare. Le Chinois ne vient pas en Afrique comme ça. S'il vient, ça c'est un cas à part. Mais après cette chute-là, vous remarquez que dans tous les... Même quand je ne parlais pas d'Abidjan, même quand vous allez à l'intérieur chinois, ils ont commencé à sortir. Et c'est à partir de ces instants-là que ceux qui ont commencé à sortir ont commencé à commercer avec les pays africains. Est-ce que vous voyez un peu? Et à ce niveau, ils ont commencé à connaître aussi les problèmes des Africains. Avant, on était sous l'emprise du bloc de l'Ouest. Parce que pourquoi? Pendant ce temps-là, Nelson Mandela était toujours en prison parce qu'on disait que c'était un communiste, c'était un terroriste, c'était un rebelle. Et ceux qui le couvraient, c'était qui? Parce que si on les libère, c'est qui va aller chez les communistes. Après la chute du mur de Berlin, ils ont libéré Nelson Mandela. Après la chute du mur de Berlin, on a assisté au multipartisme dans les pays africains. Donc le monde était libre, libéralisé, la parole était donnée à tout le monde. Chacun pouvait s'exprimer. Est-ce que vous voyez un peu? Alors là, je peux vendre à qui je veux, puisque le monde est libre. Parce qu'à partir de ça, nous avons commencé à l'émergence de ces pays-là. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont triché un peu sur le modèle communiste. Sur le modèle européen. Qu'est-ce qu'ils ont pris en fait? Ok. Pendant ce temps, moi je vais faire un petit histoire ici. Berlin était divisé en deux. Quand on parle de la chute du mur de Berlin, là, Berlin c'était la capitale de l'Allemagne. Ils ont divisé Berlin en deux. De l'autre côté du mur, il y avait ce qu'on appelle le modernisme, il y avait la joie. Ça dit, ceux qui habitaient à Berlin-Ouest étaient plus. Tu savais quoi? La rue Princesse. Oui, il y avait la rue Princesse, merci. Il y avait tout était la joie. Et puis l'évolution était. Donc, les gens de Berlin-Est fuyaient pour venir là. Tout le monde aspirait à une vie meilleure, ce qu'ils voyaient de l'autre côté du mur. Si tu vois un peu. Et tous ceux qui étaient dans le parti communiste, pas le parti communiste, dans le bloc communiste, c'était le parti unique, la pensée unique. Est-ce que vous voyez un peu? Qui était là-bas. Alors là, vu l'état de pauvreté de ces pays-là, la Russie qui était donc le chef de file de toutes ces personnes-là, a demandé que tout soit libéralisé pour que ceux-là aussi puissent bénéficier de tout ça. Donc le monde a été libéralisé, la parole a été donnée à tout le monde. Donc ces pays-là vont commencer à émerger. La Chine, le Brésil, l'Inde. C'est à partir du moment qu'on a commencé à connaître, avant on connaissait, pour ceux qui sont nés maintenant, je peux comprendre. Nous quand on était petits, on attendait l'Afrique du Sud, de l'autre côté c'était attaqué. Quand ils ont libéré Nelson Mandela, c'est là qu'on a vu la première équipe sud-africaine venir battre la Côte d'Ivoire ici, les Bafana.
Et la même année, ils ont pris la Coupe d'Afrique. Donc, ça veut dire que tout le monde pouvait se déplacer, tout le monde pouvait aller où il intéressait. Donc, ce qui veut dire que tout changement a toujours un impact sur l'entreprise, sur la société et même sur nous-mêmes. Et grâce à cela, comme je le disais, nous avons des comptables, nous avons tout ce qu'on veut. Est-ce que vous saviez quel était le prix d'un ordinateur en 2000? Je n'ai pas dit un ordinateur portable, j'ai dit ordinateur. Écran gros comme ça. Le papa dit ça. En 2099. Oui, le cours avec un portable, voilà. Ah, écran voiture. Qui peut me donner le prix? Merci. 1 million 500, 1 million 2. Est-ce que vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, ce genre d'appareil-là, vous l'avez à combien? 50 000. 100 000, ça c'est 100 000. Non, je ne parle même pas de deuxième main, je parle de nouveau. 50 000. 100 000. 100 000. Mais grâce à qui? Les Chinois. Aux Chinois. Mais est-ce que l'ordinateur que vous avez là n'a pas les mêmes fonctionnalités que celui qui coûtait 1 700 000 en 2000 ou bien en 99? Souvent, mais il est plus performant. Avant, on parlait de quoi? De Pentium 1, Pentium 2. Aujourd'hui, il faut donner un Pentium à quelqu'un, mais c'est pas ça. Lui est dans le corps du tout. Toi, tu n'as pas Pentium, c'est quoi? Or, dans le temps, on dit, ouais, j'ai un Pentium, le mot Pentium même, ça ne s'invente pas. Le mot Pentium lui-même, ça veut dire quelque chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes, chacun peut avoir accès à l'Internet grâce à la 4G, 5G. Mais qui? Grâce à qui? Parce que le prix avant, pour avoir accès à l'Internet, d'ailleurs même le débit était faible. Et puis d'ailleurs, on dit cybercafé. Et puis tu vas. Mais aujourd'hui, là, sur ton portable, tu as tout en même temps. Grâce à la libération de tout ça. Donc ça a des impacts sur l'évolution et sur toutes les entreprises. Hier, tu me demandais l'évolution technologique, n'est-ce pas? Et si tu es dans une entreprise, toi en tant qu'entreprise, pendant que tes concurrents sont dans les 4G, bientôt on sera dans la 5G, toi tu es encore dans la 2G. Mais attends, c'est quel client tu veux avoir comme prospect? Tout le monde cherche à évoluer. Et puis toi encore, tu es dans 2,5. Oh, les gens cherchent 4, 5G. Donc l'évolution technologique a toujours un impact sur l'entreprise. Mais c'est pas 5G là, ça s'appelle la fibre optique. Fibre optique, c'est déjà la même. Quand on va à la fibre optique, non, c'est la fibre optique qui donne. C'est la fibre optique qui nous envoie toutes les images directement quand nous sommes en Afrique. La fibre optique, c'est la connexion sous-marine. C'est rapide en fait. Directement entre l'Europe et nous. Donc directement, quand tu appuies directement ton truc là, tu as ton YouTube. C'est grâce à la fibre optique. Aujourd'hui là, tu n'as pas besoin d'un télégramme. Le télégramme n'existe plus. Tu envoies un message à Yapi qui se trouve aux États-Unis et il reçoit instantanément. Avant de passer à la poste, ils vont envoyer à Abidjan. Abidjan va envoyer ça en France, la France va envoyer. Ça arrive aux États-Unis. Ça fait 1 an sur la route. Ça fait 1 an sur la route. Voici pourquoi la poste à peine de courrier est tombée. Mais monsieur, il peut l'innover. Non, ils innovent. Mais comment? Parce que la poste n'est plus maintenant dans son rôle, dans son premier rôle incarné qui est le courrier. Mais il faut maintenant des courriers administratifs maintenant. Et il faut maintenant, comment on appelle ça, ils ont une autre option qu'ils ont trouvé, l'établissement des documents. Tu es né peut-être à Bengou, au lieu de prendre le cas aller à Bengou pour faire ton naissance, ton casier judiciaire, certificat de nationalité, tu vas à la poste, tu donnes le numéro et ils s'occupent de ça. 2 jours après, on t'apporte tes papiers tranquille. Monsieur, Oui. tout ce qu'on entend de citer actuellement, ce sont les. Tout ce qu'on entend de citer actuellement, ce sont les éléments de l'analyse PESTEL. L'analyse PESTEL analyse, étudie l'environnement global de l'entreprise. On n'étudie pas l'entreprise en son interne, on étudie à l'externe. Ça veut dire que autour, tout ce qui gravite autour de l'entreprise, on doit l'analyser. Que ce soit en matière économique,
puisque ça aura un impact sur nous, on doit l'analyser. Je ne vais pas aller dans un pays où le pouvoir d'achat est faible et vendre au prix que dans un pays où le pouvoir d'achat est élevé. Je vous prends l'exemple toujours, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit le Burkina, le Mali en carburant. Mais le carburant au Burkina et au Mali coûte moins cher qu'en Côte d'Ivoire. Très moins cher. En principe là, ça doit être plus cher, puisque c'est nous qui transportons jusqu'à là-bas. Oui, monsieur. Tous ces facteurs qu'on est en train de citer là, c'est lorsque l'entreprise veut se projeter à l'extérieur. Non. Mais parce que ces facteurs-là, il y a certaines entreprises locales, ces facteurs-là n'ont pas d'influence directement Ben sur si. ces... C'est pas parce qu'on veut se projeter à l'extérieur. Nous sommes dans un village planétaire. Qui pensait que le coronavirus allait venir en Côte d'Ivoire? On a quoi à voir avec la Chine? Ah, Madame Koufi. C'est à des milliers de kilomètres. Alors là, ce qui se passe en Chine a un impact ici en Côte d'Ivoire. Et nous le vivons. Aujourd'hui, pour ceux qui partaient en Chine pour faire des gros achats, comme en matière de technologie, appareils, tout ça, ils sont bloqués là-bas. Ils étaient bloqués là-bas dans le temps. Et vous voyez un peu. Ce qui veut dire que des appareils qu'on voulait avoir, qu'on pourrait avoir à moins de coût dans le temps sans le Covid, le prix va augmenter. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous sommes dans un village planétaire, si bien que ce qui se passe aux États-Unis a toujours un impact si nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vivre, comme je l'ai dit avant que n'arrive, une entreprise ne peut pas vivre en autarcie. Dans une tour d'ivoire, elle se nomme. Tu ne vas jamais évoluer ou être développé. Il faut tenir compte de tous les aspects, que ce soit environnement immédiat ici en Côte d'Ivoire et environnement lointain. Ce sont les lointains. Ça sont les lointains. Très lointains. Voilà. Parce que, monsieur, je demande ça parce que je sais que, comment dire, les macro-environnements, l'environnement extérieur, c'est tout ce qui gravite autour de l'entreprise, mais son côté extérieur, son côté dehors. C'est-à-dire ce qui est dehors, mais qui a attrait à l'entreprise. Mais je vois que ce qu'on est en train de dire directement, si je suis par exemple une personne, je veux monter ma structure ici, je ne vois pas directement l'influence de tout ça, ouverture du commerce extérieur. Je ne vois pas tout ça directement l'influence sur ce que je veux faire par exemple. Tu ne vois pas ça parce que tu ne te mets pas dans la peau, parce que tu vois l'entreprise comme quelque chose qui vit dans un environnement restreint. Non, mais c'est pourquoi je demandais, monsieur, c'est lorsqu'on veut projeter l'entreprise sur l'international qu'on doit chercher à connaître ces normes-là, parce que... Tu as appelé un jour à aller à l'extérieur, on est d'accord? Oui. Mais avant même que tu ailles à l'extérieur même s'impose à toi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tu es ici en Côte d'Ivoire. On prend entreprise ici. Il y a une entreprise Koufi. Et frère ou bien soeur. On est en Côte d'Ivoire, on est d'accord? Ici, voici la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout ce qui gravite autour de l'entreprise Koufi et frère, ça concerne tout ça la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Donc, au niveau politique, les décisions que les politiques vont prendre auront un impact sur l'entreprise de Mme Koufi. Au niveau de la population, lorsque la population évolue, ça aura un impact sur l'entreprise de Mme Koufi. On est d'accord? Donc tout gravite aussi au sein de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Ok, nous sommes dans le noyau ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire est dans une sous-région. On est d'accord? Autour de la Côte d'Ivoire, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, il y a qui? Burkina, Ghana, Mali aussi. Non, limitrophe d'abord. Libéria, Guinée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui intéresse les Maliens, c'est-à-dire les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, aura un impact sur toi. Par exemple, en matière d'alimentation du bétail, la majorité
des moutons quittent où? Mali. Au Mali, au Burkina, disons au nord. Mais ils quittent les vendre ici en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu n'es pas dans le bétail. On est d'accord? Tu es dans une structure, mais tu es dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec le bétail. Mais il se peut que toi, tu sois musulmane. Il se peut que toi, tu es un parent musulman. Il se peut que toi, est-ce que je me fais comprendre? Mais le mouton que tu vas acheter à 400 000, à 800 000, il vient d'où? Il vient du Mali. On est d'accord? D'ailleurs même, ne prenons pas toi en tant que tel. Dans une entreprise, il y a plusieurs religions. On est d'accord? Et tu payes tes employés. Mais si toi, tu n'arrives pas à payer normalement les employés, et ce employé sera à l'aise puisqu'il ne pourra pas acheter son mouton. Parce que le mouton coûte 800 000. Non, monsieur, je suis d'accord que, comment dire, Donc, ça dit au niveau là, tu comprends tout. globalement, je suis d'accord que, comment je vais me dire là, Que l'environnement a un impact sur la vie de chacun, mais en dehors même des entreprises, sur la vie de chacun. Oui. Mais je dis, par exemple, je considère que, bon, j'ai mon entreprise, par exemple, de Western Union, RIA, Monnaie, Kram et Oui, oui, oui. Et puis, oui. Prenons ce côté-là. ce côté. C'est un exemple. Entreprise de transfert d'argent. Des transferts d'argent. Je ne vois pas vraiment. Peut-être qu'il y a certains. Mais on n'a pas encore vu tous les éléments. Comme depuis on parlait d'ouverture du commerce extérieur, je ne vois pas en quoi est-ce que ça me concerne quoi. Je suis d'accord que l'environnement politique immédiat. On a parlé de quoi ici? On a parlé du BRIC là, c'est ça? Ouverture du commerce extérieur, c'est ça? On a parlé des BRIC. Les pays émergents, je faisais un peu un coup pour qu'on sache d'abord d'où viennent ces pays émergents là. Avant, ils n'étaient pas émergents. Parce qu'ils étaient confinés, pas confinés santé, mais confinés idéologiquement. Donc, ils n'avaient pas de voie d'accès ou même n'avaient pas de terrain d'exploitation. Mais aujourd'hui, avec la liberté, les Chinois peuvent venir vendre en Côte d'Ivoire et moins cher. Mais c'est parce que les Chinois sont sur le marché international maintenant que nous, en tant qu'Ivoiriens et Africains, on peut s'acheter un portable à 3500. Sinon, avant, tu ne peux pas t'acheter un portable à 3500. Et c'est parce que ce marché-là a été ouvert qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut se permettre d'aller à Dubaï faire des achats. Et vente direct. Avant pour aller à Dubaï, tu passes d'abord par la France. On dit via Paris. Avant d'aller aux États-Unis, c'est dernièrement qu'il y a eu vol direct à Abidjan, Washington. Avant, tu ne pouvais pas aller aux États-Unis sans que tu ne passes par la France. La France te donne d'abord un OK avant d'aller aux États-Unis. Tout était par la France. Donc, ce qui veut dire que, toujours est-il qu'au niveau de notre entreprise, l'environnement extérieur global aura toujours un impact sur nous, que ce soit positif comme négatif. Aujourd'hui, avant ces pays-là, est-ce que, aujourd'hui, quand vous allez à chose qu'on appelle au black market, Tagamé, ce ne sont pas des entreprises construites comme ça qui vendent les portables. Mais les jeunes qui sont là, qui ont les magasins de portables, c'est eux-mêmes qui vont à Dubaï, qui payent et puis ils envoient. Avant, c'est quoi? Il faut avoir un contrat d'exclusivité pour que tu puisses vendre quoi, Nokia ou bien telle chose. Mais aujourd'hui, chacun se lève parce qu'on a la liberté. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je vous comprends. Voilà. Ça va? Attends-toi, ça va? Oui, ça va. Ok. On va voir le dernier point et puis on va dire économique, ça revient au même. Hein? Marché économique en déclin. Ça, on a déjà expliqué. Dans tout ce que j'ai dit là, si le marché économique n'est pas réluisant, ça ne marche pas chez nous. Qu'est-ce que tu n'as pas compris encore? Ça, je comprends. Quand le marché économique n'est pas bon, qu'est-ce que l'entreprise se fait? Ça se ressent au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle le marché économique? Dans un pays, le marché économique, c'est quoi? On est fatigué. Hein, je sens. Le capitaux, c'est le marché. Mais non, c'est le capitaux à long terme, tu penses. Le marché économique aussi, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat.
Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire, ne parlez pas du salaire. En Europe, le SMIC qu'on appelle ici, salaire minimum interprofessionnel garanti, est plus élevé qu'un SMIC ivoirien ou bien africain. Est-ce que vous voyez un peu? Alors là, aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, un boulanger, je dis, quand il dit un boulanger, il n'a pas dit propriétaire de boulangerie. C'est-à-dire celui-même qui malasse la pâte là, qui peut se permettre de s'acheter une voiture, par occasion. Un vigile peut se permettre de s'acheter une voiture, peut se permettre de s'acheter une maison. En Europe. En Côte d'Ivoire, un vigile peut se permettre d'acheter une voiture. Est-ce que vous voyez un peu? Monsieur. Oui. En fait, je dis, par exemple, pour une personne qui a, bon, un exemple quoi, qui a une entreprise de transfert d'argent, ou bien qui a une entreprise, il y a des entreprises où les montants sont déjà fixes. Donc, Quel genre de montant? Je veux dire, l'État. Ok, alors. Orange Money. Non, Ça veut dire non, que le pouvoir d'achat baisse ou pas? Je viens. Tu parles de quoi? Tu parles de transfert d'argent, n'est-ce pas? Bon, on prend cet exemple. On passe cet exemple. Tu n'es pas dans le transfert d'argent intra-urbain à Côte d'Ivoire. Tu es dans le transfert d'argent Western Union qui vient d'ailleurs. On est d'accord? Toi, tu attends quand l'argent de tes clients vient de l'extérieur. Par exemple, M. Atta a un frère en Europe, n'est-ce pas? Il lui envoie 200 000 francs. Ça passe par ton agence. On est d'accord? Et puis tu donnes à Atta. Mais en donnant à Atta, tu as ta commission là-dessus. Supposons que lui, le frère d'Atta qui travaille là, qui est en Europe, ne travaille plus. Comment lui gagne son argent? Et toi, où tu gagnes ton intérêt? Non, si lui, son frère ne travaille plus, il y aura un autre frère qui travaille, qui va envoyer à son autre frère. Non, moi je suis là. Ça veut dire quoi? Si Atta, si on prend au moins, qu'en Europe, il y a 10 Atta en Côte d'Ivoire, et qu'ils ont 10 parents là-bas, qui n'envoient plus l'argent, toi où tu gagnes ton intérêt? Ça veut dire que tu dépends de l'extérieur. Parce que ce qu'ils envoient, oui, Madame Gueye. En fait, ce que j'aimerais, je veux que Mme Kofi comprenne, c'est que dans tous ces éléments qu'on a cités, là, il y a un élément qui peut impacter sur ton entreprise. C'est pas forcément. Ça n'impacte pas à la fois. C'est pas à la fois. C'est pas forcément le marché économique en déclin qui va impacter sur ton entreprise. Ça peut être aussi la baisse du pouvoir d'achat qui va impacter sur ton entreprise, ou bien ça peut être le développement du e-commerce qui peut impacter sur ton entreprise. Ou bien soit, carrément, ce sont les nouvelles lois entre les fabricants et les distributeurs qui peuvent impacter ton... En fait, c'est un élément parmi tant d'autres. Il peut agir. C'est pour dire qu'il y a un nombre voilà, qui peut impacter sur ton entreprise, mais pas tous à la fois. Vous comprenez? Ça va maintenant? Voilà. Donc, c'est pas de manière. Oui. Par exemple, je voulais ajouter, apporter une addition à ce que la dame vient de dire. Par exemple, vous avez une entreprise comme là, vous avez parlé de. Oui, le transfert d'argent. Non, pas ça. L'entreprise d'habits au plateau là. D'accord. On suppose que c'est de manière physique. Avant, nos parents partaient en Europe pour faire venir ces stocks-là. Bon, maintenant, actuellement, on suppose qu'on fait en ligne. Est-ce que l'usager sera obligé de passer par vous, votre magasin, d'abord avant d'avoir son article? Et là, vous perdez beaucoup de choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un changement au niveau de l'Europe ou bien, on ne sait pas ailleurs, au niveau du monde même, ça touche, comme elle vient de le dire, il y a un élément qui va forcément impacter votre activité, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez. Voilà, c'est ce que je veux ajouter à là-dedans. C'est ça. Ça comprend maintenant? Yes. Voilà. En fait, oui, allons-y. En fait, le dernier point, la norme sécurité santé. Ça, c'est un débat qu'on a eu une fois au travail. Le dernier point, oui, norme sécurité santé. Norme sécurité santé. C'est un débat qu'on a eu une fois au travail avec, je sais pas, je crois, l'OMS. L'OMS a lancé un appel d'offres pour pouvoir fournir les centres de santé en couveuse. Et nous, en tant que représentants ivoiriens, on avait voulu
prendre des couveuses qui coûtent, je crois, 7 à 10 millions. Et quand on prend 7 à 10 millions, je dis n'importe quoi, peut-être l'OMS nous donnait comme le budget de quand vous savez. Le budget qu'ils avaient mis en place, je dis n'importe quoi, c'était quand on avait 70 millions. Dans la question de 10 millions, nous on voulait prendre 7 millions, on voulait prendre 7 millions pour acheter une seule couveuse. Nous sommes comme ça, on avait vu la chose. Mais l'OMS a dit non, que c'est eux qui ont institué leur appel d'offres. Et ils veulent qu'on achète une couveuse à 2 millions. Nos techniciens sont venus leur dire, avec 2 millions, la couveuse, on peut acheter la couveuse, mais la couveuse n'a pas fait plus de 2 ans. Après plus de 2 ans, au bout de 2 ans, on sera obligé d'en acheter encore. Alors que si on achetait une couveuse de 7 à 10 millions, c'est vrai qu'il n'y aura pas de couveuse dans plusieurs centres de santé, mais au moins avec cette couveuse de 7 millions, on avait au moins 10 ans. Donc si on doit relancer, chaque 2 ans, on doit relancer ces appels d'offres, on peut prendre cet argent pour les investir dans d'autres comment on appelle ça? Activités. Le maître dit, niet. C'est nous qui donnons. On dit on veut, comment on appelle ça, couvrir pratiquement, je ne sais pas si je veux dire le tiers. Voilà. 2 millions. Donc prenez pour 2 millions. En fait, ça vous dit que c'est tout ça qui entre, c'est tous ces éléments-là qui entrent dans comment on appelle ça, dans les choses qu'on appelle l'environnement. Dans l'environnement de l'entreprise. Ça va? Mais monsieur, oui. C'est pas forcément tout. C'est-à-dire, même quel que soit ce qu'on a cité, ça n'a pas forcément. Il y a des entreprises où que ça n'affecte pas. Non. Quand on parle d'affection ou bien d'impact, ça peut être positif comme négatif. Maintenant, ça dépend de où tu te trouves. Et quand ça arrive, ça peut être ton cas comme ne peut être ton cas. Ce qui veut dire que toi, en tant qu'individu, prenons l'exemple même d'un individu, tu ne vis pas en autarcie, tu vis en société. Donc, l'environnement dans lequel tu vis là, aura toujours un impact sur toi. Aujourd'hui, tu sors comment? Oui. Non, en fait, mais avant, qu'est-ce que tu faisais? Monsieur, je comprends ce que vous dites, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Donc, dites normalement ta question. Parce qu'on dirait qu'on ne s'entend pas. C'est ça que vous avez déjà compris. Mais quand je regarde aussi tout ce qui est cité comme macro, peut-être qu'il y en a encore, tout ce qui est cité comme macro-environnement, je sais qu'il y a des entreprises que ça n'affecte pas directement. Monsieur, je vais poser une question. Affecter là, ça représente quoi pour toi? Affecter là, ça représente quoi pour toi? Est-ce que peut-être qu'on pourra comprendre? Bon, en fait, quand tu dis affecter là, c'est dans quel sens? Ça pour ajouter aussi, quand vous parlez de façon pour aller, parce que là on n'arrive pas à bien servir, c'est de donner des exemples. Voilà, je vais prendre des exemples précis. Quand on parle de couvrir dans les services, n'est-ce pas? Nous aussi on a parlé de, n'est-ce pas, achat en ligne, machin. Donc si vous pouvez donner des exemples ici pour qu'on puisse comprendre aussi quoi. Bon, c'est un exemple. Je dis comme ça. Par exemple, une personne, un fournisseur d'État, de l'État, qui fait des prestations de l'État. C'est-à-dire l'État te dit qu'elle a besoin de quelque chose. Oui, je comprends. Automatiquement, tu le fais. Mais quand je vois tout ça là, sincèrement, quand je réfléchis, je ne vois pas, ça n'a pas d'influence sur l'entreprise. Ok. Ça n'a pas d'influence directement sur l'économie. C'est ça. Non, je parle d'économie. Bon, monsieur, je ne sais pas si je vais essayer de regarder dans ce sens. C'est un peu comme un hôtel. Il y a des chambres, il a un prix. Ces prix sont fixes. Quel que soit ce qui se passe autour, les prix restent fixes. Donc, pour cette entreprise, même s'il y a, par exemple, on vit une crise sanitaire actuellement, donc même si quelqu'un vient et qui dit je veux une chambre pour l'autre, et le client sait que cette chambre-là a tel prix, ça ne change pas malgré le prix. Et donc, l'entreprise, c'est vrai qu'il y aura moins de personnes, ça va affecter forcément son niveau. Mais ça va l'entreprise,
je suis d'accord que l'environnement extérieur, c'est-à-dire politique, juridique, la stratégie que l'État va mettre en place ou bien la crise dans le pays peut affecter l'entreprise. Mais de façon lointaine, ce qu'on a cité, je ne vois pas ça directement. Je vais répondre à la question et puis on va partir. On est dans le cas de quoi, comment on appelle ça là, fournisseur de l'État. Le fournisseur de l'État, c'est ce qu'on appelle ici les dettes intérieures. D'accord. Lorsque je fournis à l'État, l'État ne me paye pas en même temps. Et c'est par échéance. Donc, l'État soit un bon. Ok. Dans le cas actuel que nous sommes, aujourd'hui, l'État, voici comment cette histoire de coronavirus a impacté positivement les entreprises qui fournissent l'État. Parce que quoi? Sans cette crise-là, l'État n'allait pas décaisser de l'argent pour venir en aide aux entreprises qui sont en souffrance. Parce que comment le coronavirus qui ne vient pas de chez nous, qui vient d'ailleurs depuis la Chine là-bas, a un impact positif sur les entreprises qui fournissent l'État. Ça, c'est pour les entreprises qui fournissent l'État. Mais d'un autre côté, il y a le revers de la médaille. L'État a l'argent là où? Ça veut dire que ce que nous sommes en train de, je ne vais pas dire gaspiller, l'État est en train de dépenser maintenant là, on va le rembourser dans quelques temps. Les entreprises qui ont reçu l'argent vont fournir encore l'État. Et cet argent-là ne sera pas donné, leur argent ne sera pas donné de manière immédiate. Ils vont attendre peut-être 2 ans, 3 ans avant que l'État regagne l'argent pour leur payer l'argent. Non, monsieur. Non. Parce qu'au niveau des fournisseurs de l'État, par exemple, ce qui est sorti, c'est-à-dire l'État donne 90 jours aux prestataires. Oui. L'État donne 3 mois aux prestataires. Maintenant, si on regarde la crise mondiale, de 3 mois on est passé à 4 mois, je veux dire que ça a eu un impact direct. Mais si malgré la crise, l'État respecte les échéances qu'il donne, je ne vois pas directement. Dans le cas précis, bon, c'est un exemple. Oui, dans le cas précis, ce n'est pas tous les engagements que l'État a. On a dit 90 jours, il y a des bons. C'est 2 ans que les gens payent. Madame Gobi, vous conviendrez avec moi que l'État est passif, non? Mais dis-moi après, tu m'as mis 2 ans. Madame Gobi, vous conviendrez avec moi Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais passif vient d'où? Les impayés? Pourtant, c'est 90 jours. Aujourd'hui, il y a des bons qui sont là. Quand tu vas au trésor, on dit ouais, c'est passé. C'est passé, hein. Quand on dit c'est passé, bon, c'est passé. Donc, quand on dit un bon est passé, effectivement, tu passes à la caisse. Et on dit les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Il faut quoi? Madame Kofi dit, il y a des entreprises où tout ce qu'on a cité là ne vont pas impacter. Parce que c'est fini. C'est fini. Donc, vous nous dites que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous serez impacté. Comment on fait? C'est impossible. Donc, on va nous dire que le maire est une entreprise. Donc, elle s'attend à qui? Même si ce n'est pas immédiat, il y a quelque chose qui va changer. Non, monsieur, je suis d'accord. Mais